Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h03 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face du jour aujourd'hui. Guillaume Bigot, vous recevez Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de la revue Conflit, qui vient nous voir pour ce livre Le déclin du monde géopolitique, des affrontements et des rivalités en 2023. C'est aux éditions de l'Artilleur. Bonjour Jean-Baptiste Noé. Bonjour. Merci Esteban. Effectivement, je reçois aujourd'hui Jean-Baptiste Noé, qui est rédacteur en chef de la revue Conflit, qui est aussi l'auteur de cet ouvrage dont on va parler, Le déclin d'un monde, aux éditions de l'Artilleur, et qui entend réhabiliter la géopolitique, la vraie géopolitique. On va faire la différence entre la vraie et la fausse. Donc bonjour, ravi de vous accueillir. Nos auditeurs, il est vrai, probablement vous connaissent déjà parce que vous sévissez sur cette antenne le vendredi à 7h20. Vous avez des chroniques géopolitiques. Moi, j'ai été ravi de vous lire parce que d'abord, vous êtes un géographe. Alors, vous êtes le deuxième géographe de cette matinée. On a eu le plaisir d'avoir tout à l'heure à l'antenne Sylvie Brunel. Vous réclamez de l'école française de la géographie, cette grande école de Vidal de la Blache. Et vous êtes en plus économiste sur les bords, je pense même, et voire au centre, héritier de la tradition de l'économie politique française. Et donc, tout ça fait de vous un géopolitique réaliste. Et je disais, vous pestez contre la fausse géopolitique, un peu comme la fausse monnaie chasse la bonne. Alors, qu'est-ce que vous appelez la vraie géopolitique? La fausse géopolitique, c'est la géopolitique des bons sentiments, c'est ça? Exactement. C'est en fait le terme de géopolitique a longtemps été interdit en France. Il est revenu un petit peu à la mode dans les années 1980 avec un autre géographe qui s'appelle Yves Lacoste. Et aujourd'hui, c'est un terme qu'on emploie un peu à tort et à travers. Alors, je me réjouis qu'on en parle et que ça revienne parce que c'est fondamental, la géopolitique, mais on l'emploie un peu à toutes les sauces. Et comme tous les mots qu'on emploie beaucoup, ça finit par perdre de sa valeur. Et aujourd'hui, on confond souvent géopolitique et relations internationales, qui sont en fait deux choses différentes. La géopolitique, c'est l'étude des rapports de force dans l'espace. Donc ça peut être de la géopolitique dans une ville, dans une rue, ou bien à l'échelle des pays, des continents, comme la guerre en Ukraine ou la guerre en Israël, par exemple. Et dans la dimension géopolitique, la dimension géographique est évidemment fondamentale, et notamment l'étude des terroirs, l'étude des territoires, l'étude des frontières. Il y a des frontières nationales, il y a des frontières locales qui sont très intéressantes à étudier. Certaines se sont formées il y a longtemps et elles sont encore en vigueur aujourd'hui. Puis il y a la dimension historique. Et en géopolitique, il faut aussi, c'est ce que j'essaie de faire dans l'ouvrage, aborder d'autres disciplines, l'économie, la criminologie. C'est un sujet très très important. On va en parler d'ailleurs. Parce que sinon, il y a beaucoup de choses qui nous échappent aussi. C'est un peu la boîte noire de la mondialisation. Exactement, c'est ça, la face cachée, la face sombre. Et la géopolitique n'est pas une discipline, c'est une méthode d'analyse. Donc on prend plusieurs disciplines et avec ça, on essaye de comprendre comment s'effectuent les rapports de force. Et le terme clé, c'est l'espace. Mais vous disiez que la géopolitique a de plus en plus de succès. C'est vrai, elle a même fait son entrée au bac. C'est une discipline qu'on enseigne maintenant au lycée. Mais j'ai l'impression, pour me pencher un peu sur les livres de mes enfants, que c'est une géopolitique un peu sans frontières. Or vous réhabilitez dans ce livre, et vous avez 100 fois raison de le faire, la notion de frontières. Là, aujourd'hui, on a l'impression que c'est des flux de marchandises, de containers, etc. Les frontières, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Je crois que c'est c'est peut-être Fernand Braudel qui disait les frontières, c'est des cicatrices laissées par l'histoire. Vous êtes d'accord avec ça? Ah, c'est une très belle définition, elle me convient tout à fait. Et notamment, il n'y a pas de frontières naturelles. C'est souvent une expression qu'on emploie parce que les frontières peuvent s'appuyer sur des reliefs naturels, sur un fleuve, sur une montagne, évidemment. Mais les frontières sont faites par l'histoire. Par exemple, la Loire a été une frontière à une époque entre le Royaume de France et le Royaume d'Angleterre pendant la guerre de 100 ans. Et Orléans était le verrou de cette frontière avec des combats ardents autour d'Orléans. Aujourd'hui, c'est plus une frontière. On franchit allègrement la Loire. C'est une frontière régionale, climatique, mais c'est plus une frontière politique. Alors que le Rhin est une frontière politique, alors qu'à un moment donné, il ne l'a plus été. À l'époque de Bonaparte et de l'Empire, quand l'Empire allait largement au-delà du Rhin. Donc les frontières sont toujours des constructions. Et le Saint-Empire européiste aujourd'hui fait disparaître cette frontière. Oui, d'ailleurs, à tel point qu'à une époque, le Maroc a postulé pour entrer dans l'Union européenne, comme la Turquie aussi. Et la question de la frontière, c'est la définition de l'être. Et j'insiste là-dessus aussi dans l'ouvrage en expliquant que au XXe siècle, on a gagné la voie, notamment avec une progression matérielle très importante qui fait que nos arrière-grands-parents rêveraient d'avoir les conditions de vie qu'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qu'il faut redécouvrir et regagner, c'est l'être. C'est-à-dire qui nous sommes. Et on ne peut pas définir qui nous sommes si on ne définit pas ce que sont les autres ou qui sont les autres. Et ça, c'est la frontière. La frontière dit qui sont les autres et qui nous sommes nous.
Ça ne veut pas dire qu'on rejette les autres, ça ne veut pas dire qu'on les méprise, ça veut dire qu'on dit que l'autre est différent de nous, n'a pas la même culture, n'a pas la même langue, n'a pas la même histoire. Et parce que l'autre est différent de moi, je sais qui il est, je sais qui moi je suis. Et ça, c'est la frontière. D'où le retour du refoulé identitaire, j'imagine. On va également en parler. J'insiste un instant, parce que sous votre plume, il y a cette idée vraiment très intéressante que même lorsqu'on fait disparaître la frontière, et là c'est le cas à l'intérieur de l'Union européenne, on passe le Rhin et on comprend tout de suite qu'on est dans un autre pays, c'est ça? On le voit, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la frontière entre la France et la Belgique, par exemple. Ou la France et la Belgique. C'est tout plat, on est sur l'autoroute, on voit juste un panneau. On la franchit sans même s'en rendre compte. Exactement. En revanche, on voit que les bâtiments ne sont plus les mêmes. C'est plus tout à fait le même style architectural. C'est vrai. On va avoir davantage de bière et un peu moins de vin. On voit bien qu'on a franchi quelque chose, et ça, l'Union européenne n'arrive pas, heureusement d'ailleurs, à le supprimer. Et vous dites que même les plaques minéralogiques, on voit qu'on est en Belgique, ce qui montre qu'il n'y a pas tant de mélange que ça. Non, exactement. Ça, c'est très surprenant, même quand on est à une frontière italienne ou espagnole. Oui. Proche de la frontière espagnole, on a beaucoup de plaques minéralogiques françaises et très peu espagnoles. Et finalement, les populations vont rarement de l'autre côté de la frontière. Elles y vont bien sûr, mais assez peu. Et ce qui montre que ces frontières, elles s'inscrivent dans la durée, elles s'inscrivent dans l'histoire et on ne les supprime pas comme ça. Vous rendez dans votre ouvrage un vibrant hommage à deux auteurs, qui pour moi sont des auteurs bien sûr clés, Thucydide et Xénophon, respectivement auteurs de la guerre du Péloponnèse et de l'Anabase. Ce sont des textes écrits il y a plus de 2500 ans. Qu'est-ce que ces textes vont nous apprendre aujourd'hui ? Eh bien, ils nous apprennent justement qui nous sommes. Et ça, c'est fondamental. Thucydide et Xénophon sont des historiens, ce sont des généraux, ce sont des hommes politiques. Ce sont des deux Grecs qui ont écrit la guerre du Péloponnèse, donc la guerre entre Sparte et Athènes. Et ensuite, pour Xénophon, la guerre qu'il a eu à subir contre les Perses. Donc, il y a très longtemps, dans une époque temporelle très différente de la nôtre. Mais à travers leur quotidien et à travers leur contemporains, ils ont compris quelle était la nature de l'homme, quelle était l'essence de l'humanité. Et quand on lit ces textes, et c'est ça l'importance d'ailleurs de lire les classiques, c'est que les classiques, c'est pas simplement savoir ce qui s'est passé autrefois, c'est comprendre ce que nous sommes nous. Quand on lit Thucydide, on lit la géopolitique actuelle, le rapport entre la terre et la mer, le rapport entre le petit et le grand, la question du droit, le respect du droit ou la question de la force, et donc le rapport entre le droit et la force, la guerre économique. Il y a de la guerre économique également chez Thucydide et chez Xénophon. Et c'est ça qui est fabuleux en se plongeant dans ces grands auteurs, c'est qu'on comprend mieux ce que nous sommes nous. D'abord, ils nous ont façonnés. Les siècles ont repris ces auteurs et ça a contribué aussi à forger la pensée française et la pensée européenne. Et c'est pour ça que c'est très important d'être... Mais c'est pas seulement parce qu'ils nous ont façonnés, vous dites, parce que finalement les problématiques qu'ils posent restent actuelles. Oui, parce que la nature humaine n'a pas changé. La matière a changé, les conditions de vie ont changé, les empires ont changé, mais l'homme reste le même à l'époque des Grecs il y a 2500 ans ou aujourd'hui. Alors, sauf que nos dirigeants, peut-être, j'ai pas l'impression qu'ils soient capables d'écrire la guerre du Péloponnèse. C'est-à-dire, je vois pas Monsieur Castaner, Madame Schiappa ou Monsieur Boyard écrire, voyez, comme Thucydide, hein. Eh bien, c'est bien dommage, mais ils devraient le lire. Et justement, ces auteurs-là, s'ils ont pu écrire ces livres, c'est que eux-mêmes étaient pétris de culture classique. On est toujours le fruit de ce que l'on a mangé, de ce que l'on a lu. Et si on peut écrire, c'est parce qu'on est l'héritier de ces lectures que l'on a fait. Et vous citiez tout à l'heure. Et là, il y a une rupture quand même, peut-être. Il y a une rupture, oui, parce qu'on a rejeté ces auteurs classiques parce qu'ils ne sont plus enseignés. Alors, c'est pas la faute des lycéens ni des étudiants, mais on les prive d'un trésor. Et cet ouvrage, c'est aussi la volonté de montrer aux étudiants, notamment les miens, parce que je suis professeur en licence, de leur montrer qu'il y a un trésor qu'ils doivent redécouvrir. Et si on les en a privés, eh bien c'est à eux de s'en saisir. C'est à eux d'aller en bibliothèque. C'est important de lire des livres, de se saisir de ce trésor qui est le leur, qui est leur héritage, et de le redécouvrir, tout simplement pour former leur pensée, pour comprendre le monde dans lequel ils vivent. Et est-ce que pour vous, on le sent un peu quand on vous lit, est-ce que c'est la notion de dévoyé, je précise quand même, d'universalisme dévoyé qui fait que on a peut-être eu l'impression de repenser le monde à nouveau frais et que finalement tous les gars du monde vont se tenir la main pour faire des start-up, tout le monde est pareil partout, donc ça ne sert à rien de se plonger dans ces antiquailleries que sont, je sais pas, la guerre du Péloponnèse en effet.
Exactement, on a pensé que l'homme était plat, qu'il n'avait ni relief, ni histoire. D'ailleurs, ni culture. il y a un livre qui s'appelle, un best-seller des années 2000, qui s'appelle La Terre est plate. Exactement, et non, la Terre est ronde, elle est ronde, elle est même un élément dans l'univers, et l'homme n'est pas plat, l'homme ne sort pas de nulle part. C'est Tocqueville qui disait que dans la démocratie moderne, l'homme vivait dans le présent perpétuel, c'est-à-dire qu'on l'a coupé de son passé, et on le coupe de ce fait de son futur. Et il vit dans un présent perpétuel, et Tocqueville dit qu'il tourne perpétuellement sur lui-même. Et ça, ce sont malheureusement nos contemporains, et ce que j'essaye de faire à travers Conflit, à travers cet ouvrage, c'est d'expliquer que l'homme a un passé, que s'il veut avoir un futur, il doit se redécouvrir ce passé, et c'est ça également qui donne une dimension profonde au présent, qui permet de résoudre, je pense, la crise identitaire qui est la nôtre. Et non, un Chinois n'est pas un Français, ce n'est pas un Européen. On peut aimer la Chine, on peut aimer la culture chinoise comme les Chinois aiment la culture européenne, mais il y a une différence entre les deux, il y a des cultures entre les deux, il y a des frontières effectivement entre les deux. Et vous mettez en parallèle aussi l'universalisme, dont vous dites que voilà, pique-pendre, enfin qu'il a eu des effets catastrophiques en matière d'équilibre mondial, avec cette notion de sentimentalisme, d'émotivité, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que on a pensé qu'on allait exporter ailleurs nos modes de vie, que les autres le veuillent ou non. Et même s'ils ne le voulaient pas, on allait quand même leur exporter. On va faire le bien. Voilà, on allait faire le bien à travers la guerre. Donc c'est donné la guerre en Irak en 2003, la guerre en Libye en 2011, dont on en subit encore les conséquences au Sahel, qu'on allait exporter la démocratie, en considérant que tout ça c'était que une sorte de petite boîte du petit chimiste illustré, et qu'il suffisait de prendre la boîte et le manuel d'utilisation, et qu'on allait pouvoir faire la même chose au Sahel, en Irak ou en Europe, faisant fi des cultures et faisant fi des histoires locales. C'est vrai qu'exporter la démocratie à coups de bombe, c'est pas une idée très riche nécessairement. Voilà, on va continuer de parler de géopolitique avec vous, Jean-Baptiste Noé. Après cette courte pause, et puis on prendra le gagnant du jeu, 0826 300 300, c'est Noël sur Sud Radio. C'est Gilles Grossman, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël avec Sud Radio. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Guillaume Bigot. 13h17 sur Sud Radio, on va continuer ce face-à-face avec Jean-Baptiste Noé. Mais avant, c'est le moment de vous faire gagner sur Sud Radio, puisque le grand sapin de Noël, c'est maintenant. Et on a quelqu'un qui nous a appelé, c'est Nathalie qui nous appelle depuis Bourdon dans le Lot. Bonjour Nathalie. Bonjour. Eh bien, Nathalie, vous avez Bonjour, été tirée Nathalie. au sort. Et vous êtes chanceuse, puisque Nathalie, vous gagnez un week-end pour 2 personnes dans des lieux d'exception en France avec Vacances Bleues. Alors il y a des adresses mythiques et des destinations que vous connaissez, il y en a 24 en France, il y a Biarritz, il y a Megève en Suisse, il y a Saint-Jean-Cap-Ferrat, il y a Paris, il y a Saint-Raphaël, des lieux exceptionnels pour des souvenirs exceptionnels. Alors ça peut être dans un château médiéval, dans une résidence art déco, dans un ancien palace Belle Époque, dans des hôtels, des clubs, des résidences, bref, tout ce que vous voulez. Nathalie, félicitations, vous avez gagné un week-end pour 2 personnes. Oh, super, je suis très contente. Merci beaucoup. Vous savez avec qui vous allez partir en week-end? Avec mon mari. Ah, bon. Si vous avez personne, il y a du monde autour Il de en la a de table. la chance, votre mari, Nathalie. Si vous avez pas Je trouvé... vais partir avec mon mari. Bon, très bien. Eh bien, en tout cas, on vous souhaite de vous régaler, de passer un excellent week-end, Nathalie. Merci beaucoup. Et on vous rappelle que le sapin de Noël Sud Radio continue jusqu'au 25 décembre sur les réseaux sociaux de Sud Radio et sur sudradio.fr. Eh bien voilà, on va sans transition passer du jeu de Noël à la notion de puissance, au retour des conflits, au retour de la guerre. Et non, c'est peut-être moins marrant, mais vous dites qu'on n'échappe pas à cette espèce de pesanteur des conflits, que ceux qui pensent qu'on s'est débarrassé de la guerre, en fait, ne rendent pas un grand service à l'humanité, quoi. C'est ça. Oui, en fait, on a pensé que, parce que nous, on voulait la paix, et qu'on ne voulait pas attaquer les autres voulaient également la paix, ne voulaient pas nous attaquer. Et on a cru, c'était une erreur de jugement faite depuis une vingtaine d'années, que l'Europe étant pacifiste, ailleurs dans le monde, les populations ou les pays étaient également pacifistes. Grave erreur. Et j'en veux pour preuve, lorsqu'il y a eu l'invasion de l'Ukraine en février 2022, beaucoup ont dit c'est le retour de la guerre en Europe. Mais la guerre en Europe n'a jamais disparu. L'ex-Yougoslavie. Il y a eu la guerre dans les Balkans, guerre
terrible et on est bien en Europe. Il y a eu la guerre également en Irlande, entre l'Irlande et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a utilisé l'armée pour combattre la rébellion irlandaise. Ça a été aussi une guerre très dure. Et puis il y a eu la guerre sur les marges de l'Europe, notamment au Maghreb ou en Afrique du Nord. Donc il y avait la guerre, mais on voulait faire comme si celle-ci n'existait pas. Et là, on a semblé redécouvrir l'existence de la guerre, alors que celle-ci est omniprésente. Alors heureusement, en France, on a une armée qui tient encore la route et qui est digne de ce nom, mais on voit pas beaucoup de pays européens qui ont complètement dissous leur armée et qui aujourd'hui se retrouvent très démunis, notamment par rapport aux nouvelles menaces. Mais peut-être un premier point de désaccord, vous chargez un peu la mule sur l'universalisme, les droits de l'homme, et donc on a déclenché des guerres, et c'est pas faux en Irak, c'est pas faux en Libye, c'est pas faux même en aggravant le tableau en Syrie, et en Afghanistan. N'oublions pas l'Afghanistan, que l'Occident droit de l'homiste a fait la guerre pour imposer les droits de l'homme. Bon, c'est pas faux, mais ces guerres-là sont quand même sans commune mesure, avec des conflits terribles. Donc c'est pas que l'universalisme qui déclenche la guerre. Par exemple, la guerre du Tigré, on en parle très peu. C'est une guerre qui a fait quoi, 2 millions de morts peut-être ? Oui, on doit être dans ces eaux-là. Il y a la guerre au Yémen, 350 000 morts. L'ONU dit que c'est la plus grande catastrophe humanitaire du XXe siècle, du XXIe siècle. Donc là, aucun rapport avec l'universalisme et les droits de l'homme. Tout à fait. Là, je me suis centré sur l'Europe et donc sur les guerres menées par l'Europe. Mais effectivement, il y a beaucoup d'autres guerres ailleurs qui sont, alors, de nature différente. Ça peut être des guerres ethniques, donc affrontements entre différents peuples, par exemple la guerre au Tigré ou la guerre au Yémen, ou alors des guerres pour contrôler un territoire voisin, comme on a actuellement les dangers entre le Venezuela et le Guyana en Amérique latine, où là le Venezuela veut envahir son voisin pour récupérer ses puits de pétrole. C'est à chaque fois ce que les Grecs appelaient l'hubris, c'est-à-dire la démesure. Je veux contrôler mon voisin, je suis plus fort que lui, et donc je vais déclencher une guerre pour ce but-là. Comme d'ailleurs la guerre en Ukraine, c'est pas du tout une guerre d'universalisme. Vladimir Poutine n'a pas pour vocation d'apporter la démocratie en Ukraine. Il veut simplement récupérer un territoire et renverser un gouvernement qu'il estime contraire aux intérêts de la Russie. Est-ce que la mondialisation, pour vous, le terme d'ailleurs n'était pas très diffusé avant 1991. 1991, c'est aussi la première guerre en Irak. Est-ce que la mondialisation, c'est l'hubris des États-Unis d'Amérique comme hégémonie mondiale ? Alors, c'est une hubris, c'est une hégémonie qui, de fait, c'est également l'usage de certains moyens techniques, non pas à des fins universelles, c'est-à-dire pour l'ensemble des pays, mais à des fins personnelles. Par exemple, la question du dollar. Le dollar est utilisé partout dans le monde pour les paiements, et les États-Unis ont transformé l'usage du dollar en arme, puisque faire usage du dollar, c'est se mettre sous le droit américain, et donc c'est potentiellement avoir de très lourdes sanctions. La Société Générale en a fait les frais, mais Alstom également, qui a été démantelé en partie à cause de ça. Un moyen de raquette, en fait. Exactement, un moyen de raquette où on met un pistolet sur la tempe du plus faible en lui disant maintenant il faut payer, sinon j'appuie sur la gâchette. Est-ce que c'est ça qui se passe pour vous en Ukraine, une volonté de se désoccidentaliser, de se démondialiser, de se désaméricaniser ? Est-ce que c'est ça que fait Poutine en déclenchant sa guerre en Ukraine ? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs causes à la guerre en Ukraine. Il y a la question de la peur de l'OTAN et des États-Unis et de la volonté de se distinguer et de créer un fossé entre la Russie et l'Occident. D'ailleurs, on le voit dans ses discours, il attaque régulièrement l'Occident. Mais il y a aussi une idée très ancienne de retrouver un empire russe, puisque l'Ukraine a été à un moment donné territoire russe. Pas toute l'Ukraine, hein, mais une partie. Pas toute l'Ukraine, mais au moins la partie est de l'Ukraine aujourd'hui. Donc l'idée de récupérer une forme de grande Russie. Donc il y a un mélange à la fois de passé et d'éléments contemporains par rapport aux États-Unis. Vous mentionnez aussi d'autres théories classiques en géopolitique, et notamment celle de Mackinder. Alors peut-être que vous pouvez, avec votre talent d'enseignant, nous expliquer très rapidement ce dont il s'agit, et si pour vous, la problématique de la guerre en Ukraine illustre la validité de la théorie de Mackinder. Oui, alors Mackinder, c'est l'école anglo-saxonne de géopolitique, donc les Anglais et les Américains. Alors il y a plusieurs auteurs, mais enfin ils aboutissent tous plus ou moins à la même idée qu'ils ont affinée. C'est l'idée de dire qu'il y a une terre centrale, la terre du milieu. On est un peu comme dans Tolkien, hein. Il y a cette terre du milieu, le barycentre du monde. Le barycentre du monde, qui est tenu par la Russie, la Chine et l'Allemagne. Et il faut empêcher une union de ces trois pays, puisque dans la pensée de Mackinder, celui qui tient la terre du milieu tient le monde. Et donc on a ensuite des puissances maritimes qui encerclent la terre du milieu par notamment des alliances. Grande-Bretagne, États-Unis, Japon. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'ont fait les États-Unis pendant la guerre froide, ce qu'on appelait l'endiguement ou le containment. Donc on fait des alliances OTAN,
au Taz en Asie, pacte de Bagdad au Moyen-Orient, pour contenir la puissance territoriale centrale. Pour ceinturer... Pour les ceinturer, l'empêcher de progresser, l'empêcher de prendre le contrôle du monde. Alors, ça fonctionne sur le papier, je suis un peu plus dubitatif dans la réalité. D'abord parce que l'alliance entre l'Allemagne et la Russie n'a jamais vraiment bien marché. D'ailleurs, Hitler a fait la guerre à Staline. L'alliance entre la Russie et la Chine, ça a jamais Encore vraiment... pire. Pardon ? Encore pire, peut-être. Encore pire, voilà, puisqu'on a eu une guerre entre l'URSS et la Chine. Oui. Et ce que l'on voit, c'est que finalement, la nation l'emporte sur l'empire. Les Chinois se sont regroupés en tant que nation chinoise et ont attaqué l'Union soviétique. Donc la nation chinoise l'a emporté sur l'idéologie communiste. Et on voit aussi que l'alliance des puissances maritimes, ça marche pas vraiment non plus. Les pays arabes, aujourd'hui, en plus, prennent leur indépendance des États-Unis, notamment en faisant des alliances avec la Chine ou avec l'Iran. Pareil pour les pays d'Asie. Donc c'est un schéma qui pouvait avoir une pertinence au début du XXe siècle, qui est toujours intéressant à étudier, mais qu'il faut actualiser. Mais pourtant, ces opérations de sabotage de Nord Stream, le canal de gaz entre la Russie et l'Allemagne, ça ressemble quand même à cette volonté d'empêcher la terre du milieu de s'unir, non ? Quand les États-Unis, probablement les États-Unis, enfin, ou au moins leurs proxys ukrainiens ont coupé un peu le zizi gazier entre l'Allemagne et la Russie, c'était ça, non ? Oui, alors là, ça rejoint aussi d'une autre problématique, celle de l'énergie. Raymond Aron disait que l'énergie était le sang de la géopolitique. Un pays ne peut pas vivre sans énergie. Alors c'est l'énergie gaz, pétrole, mais également l'énergie alimentaire, puisque l'alimentation, c'est de l'énergie. Et effectivement, en coupant Nord Stream, on prive l'Allemagne de l'arrivée du gaz, donc on la prive d'énergie. À partir de là, l'industrie allemande ne peut plus fonctionner, et les Allemands sont coupés de la Russie, et donc doivent se mettre davantage dans le giron américain. Donc c'est à la fois couper l'accès à l'énergie et empêcher effectivement une alliance énergétique à travers le gaz entre Berlin et Moscou. Affaiblir la Russie et réactiver une dépendance de l'Allemagne à l'égard des États-Unis. Exactement. Coup double. Merci, on vous revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons. Vrai Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Guillaume Bigot. Alors, ce qui est formidable quand on a un spécialiste géopolitique comme vous, Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de la revue Conflit, auteur de Déclin d'un monde, c'est qu'on peut justement faire le tour du monde en restant autour d'un plateau de radio. Nous étions en Ukraine. Est-ce que pour vous, Vladimir Poutine est en train de gagner son pari, quand même très audacieux, en agressant l'Ukraine ? Il est en train de gagner ou pas ? Alors ça dépend sur quel aspect on regarde. Et il a réussi à envahir près de 20% de l'Ukraine et je ne vois pas aujourd'hui comment on pourra le chasser des territoires contrôlés. L'armée ukrainienne n'a pas les moyens aujourd'hui techniques de reprendre les territoires perdus. Donc d'un point de vue territorial, oui, il a gagné. Il reviendra d'une manière ou d'une autre dans le giron mondial parce qu'on ne peut pas se priver de la Russie vu son poids. Trop gros morceaux. Trop de matières premières. C'est trop de matières premières, immense pays d'un point de vue géographique. Donc de toute façon, il faudra bien trouver un moyen de remettre la Russie dans le concert des nations. En revanche, il y a 2 points qui, moi, me paraissent ennuyeux pour la suite de la Russie. D'abord, ce sont les pertes démographiques. La Russie est un pays qui a de graves problèmes démographiques avec une population qui vieillit et qui est en mauvaise santé. Or, dans une guerre, ce sont les plus jeunes qui meurent. Donc là, ça va lourdement creuser les classes d'âge démographiques. Et il y a quand même beaucoup de jeunes hommes qui sont décédés ou qui sont gravement blessés. Alors, vous objecterez que le problème est tout aussi grave en Ukraine. Ah, tout à fait. Alors, bien sûr. Et l'Ukraine aura aussi beaucoup de mal à se remettre de ce conflit. Ça, c'est indéniable. Les pertes humaines, la reconstruction, les problèmes de corruption, les problèmes moraux qui vont se poser, les dissensions politiques qui vont surgir dès que la guerre sera terminée, ça va être très très compliqué pour les Ukrainiens et il faudra les soutenir pour la reconstruction. Mais pour la Russie, le problème démographique sera très important. Et puis, dans le bras de fer entre la Russie et la Chine, pour l'instant, c'est la Chine qui est en train de gagner, parce que la Chine est une plus grande puissance démographique. La Russie a concentré ses forces sur l'Ukraine et est en train d'abandonner l'autre partie qui est la Russie asiatique, notamment Vladivostok, la Sibérie, où là, on a de plus en plus des populations chinoises qui s'installent. Donc là, danger pour la Russie. Danger, effectivement, que la Russie récupère l'Ukraine, mais voit la Chine lui reprendre d'une manière ou d'une autre sa partie asiatique, Vladivostok et la Sibérie. Et donc perdre d'un côté ce que la Russie a gagné de l'autre. Récupère le tchernosium des terres noires fertiles de l'Ukraine, mais elle perdrait les terres rares de la Sibérie orientale.
D'accord. Justement, alors, on se déplace là de presque 7000 kilomètres, allons de l'autre côté du monde, en mer de Chine. Pour vous, une guerre peut éclater à Taïwan ou pas? Une guerre chaude, j'entends. Alors, c'est le risque. On est dans Mackinder, là aussi, encore? Oui, tout à fait. Alors, nul ne peut le prévoir, parce qu'une guerre, il y a toujours un côté imprévisible. Les Chinois veulent annexer Taïwan, mais veulent le faire sans déclencher une opération militaire. Mais ils se sont quand même fixés 2030, qui est le centenaire du Parti communiste chinois, et après 2048, qui est le centenaire de la République populaire de Chine, pour dire qu'ils ont réunifié la Chine en annexant Taïwan. Donc, ils veulent le faire à la chinoise, en fait. C'est-à-dire comme le jeu de Go. Exactement. Confucius, Sun Tzu, c'est-à-dire je veux gagner sans livrer bataille. Sans tirer. Exactement, sans tirer, puisque la bataille est psychologique. J'étouffe l'adversaire, il est tellement étouffé que je le récupère, comme d'ailleurs ils ont récupéré Hong Kong. Par exemple, une très bonne manière de faire, c'est d'interdire à une entreprise qui fait du commerce avec Taïwan de lui interdire le marché chinois. Alors là, c'est vite vu, entre une petite île, quelques millions d'habitants et 1 milliard d'habitants de l'autre, on préfère la Chine, évidemment. Et c'est pour ça que Taïwan a de plus en plus de mal à s'approvisionner. Donc c'est une manière de l'étouffer. Mais Hong Kong, il y avait un contrat. Et le contrat prévoyait une date, et à partir d'une certaine date, Hong Kong était rétrocédé à la Chine. Là, c'est pas le cas avec Taïwan. Là, c'est pas le cas. Sauf que le contrat avec Hong Kong prévoyait que Hong Kong conserve une autonomie politique. Ça a disparu. Et là, les Hongkongais se sont fait complètement réannexer. Avant, il y avait un pays, mais 2 systèmes. Chinois continental, Hong Kong. Là, on a un pays et un seul système. Et un pays, 2 systèmes, c'est aussi normalement ce qui doit s'appliquer à Taïwan. Alors, s'il y a annexion, mais pour l'instant, on est sur 2 schémas complètement différents, puisque ce sont 2 pays indépendants. Mais ce que l'on voit en revanche, ça c'est nouveau côté Taïwan, c'est la montée d'un vrai nationalisme. Il y avait encore, il y a 10 ou 15 ans, des Taïwanais qui n'étaient pas contre une unification, qui n'étaient pas opposés à une intégration dans la Chine. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas, notamment chez les plus jeunes. C'est-à-dire que plus la Chine a montré des velléités à l'égard de Taïwan, plus ça a créé un sentiment identitaire national côté taïwanais. Mais chaque pays, finalement, ou chaque culture, ou chaque civilisation revient à ses fondamentaux et peut difficilement tourner le dos, c'est ce que vous disiez en faisant l'éloge des frontières, à ce qu'il est ou à ce qu'elle est. Et là, est-ce que l'Occident n'est pas en train de laisser tomber des Chinois, de vrais Chinois, parce que les Taïwanais sont des vrais Chinois, même s'il y a une partie un peu insulaire, indigène dans cette île, c'est aussi des Chinois du continent. Est-ce que l'Occident n'est pas en train de laisser tomber son modèle démocratique en laissant tomber Taïwan? Ça, c'est tout le problème de Taïwan, parce que effectivement, les Taïwanais sont libres et indépendants. Ils ont été rarement intégrés dans la Chine continentale. Alors, c'est l'histoire complexe de Taïwan, mais ils ont été japonais, ils ont été également hollandais, portugais. Donc, ils ont une tradition, une histoire qui est assez, qui n'est pas du tout linéaire. Et effectivement, eux font le choix de la démocratie avec un pluralisme politique. Et la question, c'est, peut-on les abandonner sous prétexte que la Chine est beaucoup plus grosse. D'ailleurs, Joe Biden a dit qu'il considérait Taïwan comme un autre État américain, et que si la Chine attaquait Taïwan, il défendrait Taïwan comme il défendrait l'État de Floride, de l'Arizona ou de la Californie. La question, c'est, ça ce sont les mots, mais est-ce qu'on est prêt véritablement ? Et là, c'est une question qui est posée à l'ensemble des Européens. Est-ce qu'on est prêt à soutenir un effort de guerre avec ce que ça suppose de contraintes économiques, de sacrifices et de morts pour défendre Taïwan? C'est-à-dire que les Taïwanais sont prêts à mourir pour leur indépendance, mais est-ce que les Français sont prêts à mourir pour Taïwan? Est-ce que des jeunes Français... C'est-à-dire à mourir pour Joe Biden, en fait? Pour Joe Biden ou pour la démocratie taïwanaise, pour l'indépendance de Taïwan? Est-ce que des jeunes Français sont prêts à aller combattre à Taïwan, comme des Français ont combattu en Corée pour l'indépendance de la Corée, comme on a combattu en Indochine, comme on a combattu pendant la guerre d'Algérie, autre guerre, autre cas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à faire le sacrifice du sang pour des pays qui sont loin et avec lesquels on n'a pas de lien direct? Oui, enfin là, dans les guerres de décolonisation, la problématique n'était pas tout à fait défendre la démocratie, mais même si ça pouvait s'y apparenter, puisqu'on était dans le cadre de la guerre froide, j'entends ce que vous dites. Pour vous, il y a quand même la dissuasion nucléaire va fonctionner ou pas? Parce qu'il y a quand même une énorme différence entre la problématique ukrainienne et la problématique taïwanaise. C'est qu'il il pourrait y avoir là 2 puissances nucléaires, les États-Unis d'Amérique d'un côté qui sécurisent Taïwan, et de l'autre la Chine, autre puissance nucléaire qui serait aux prises directes.
Tout à fait, ça c'est le grand enjeu. Le nucléaire fait peur, mais il a aussi une fonction de stabilisation et de pacification. Et d'ailleurs on le voit, la guerre en Ukraine, c'est une guerre nucléaire, puisque si on n'a pas attaqué directement la Russie, si on n'est pas intervenu en Russie, c'est parce que c'est une puissance nucléaire. Et l'Ukraine a renoncé à son armement nucléaire en 1991. Si elle avait gardé l'armement nucléaire, il est évident que jamais la Russie ne l'aurait envahi. Donc là, on voit l'intérêt du nucléaire qui est un intérêt de dissuasion. Et il est probable que la Chine n'attaque pas directement Taïwan pour ne pas se mettre sous le coup du feu nucléaire. Mais la question est toujours de savoir si les États-Unis sont prêts aussi à monter au feu nucléaire. La guerre nucléaire, comme on est dans la dissuasion, il y a beaucoup de bras de fer, de rapports de force, de non-dits. Et d'ambiguïté. Voilà, il faut toujours laisser l'ambiguïté, envoyer quelques avions, dire qu'on a des sous-marins nucléaires qui sont prêts à intervenir. Il n'y a rien de plus inquiétant que le mystère. Exactement. Et la question, c'est est-ce qu'à un moment donné, le voile du mystère se déchirera pour monter avec des armes nucléaires. Mais là, il y a, donc je disais, une sécurisation par la 7e flotte des États-Unis de la mer de Chine. Il y a des accords de défense entre Taïwan et les États-Unis, mais il n'y a pas normalement, ou alors je me trompe, de protection nucléaire, de garantie nucléaire qui est offerte par les États-Unis. Non, ceci dit, quand Joe Biden dit qu'il considère Taïwan comme un État américain, ça voulait dire ce que ça voulait dire. Et tout le monde a compris que de la manière que la protection nucléaire s'applique à la Floride, ça s'appliquait aussi à Taïwan. D'accord. Donc en fait, pour vous, le plus probable, c'est tout de même que la Chine soit dissuadée d'y aller. Exactement. Et puis l'autre enjeu pour la Chine, c'est sont-ils prêts aussi à perdre leur confort de vie ? C'est-à-dire que pour l'instant, Xi Jinping est très virulent sur Taïwan. Il n'est pas éternel, Xi Jinping. Dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura quelqu'un d'autre. Et une guerre affaiblirait aussi la Chine, d'autant que leur démographie est vieillissante et déclinante. Moins d'un enfant par femme, hein. Oui. C'est un des records à la baisse dans le monde entier. Le vieillissement de la Chine est majeur, et hier je discutais avec des personnes très introduites en Chine, chinoises elles-mêmes, qui expliquaient que par exemple dans le port de Shenzhen, une grande partie du port est entièrement automatisée. Comme il manque de main d'œuvre pour faire le travail de docker, eh bien ils ont automatisé, sont maintenant des robots qui le font, on ne peut pas avoir recours à l'immigration, donc ils mettent des robots à la place pour pallier le manque de main d'œuvre. L'intérêt qu'ils aillent vite dans les robots, parce que les EHPAD en Chine, ça va pas être très beau à voir. C'est-à-dire qu'il va y avoir, grosso modo, un Chinois qui va pousser les chaises roulantes de 2 et bientôt de 3 Chinois. C'est ça. Ouais, super. On va revenir un peu du côté du Proche-Orient. Là, vous comprenez la rationalité de ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est-à-dire, je pense que vous êtes d'accord avec ce raisonnement, on dit que l'Iran est derrière ses proxys, d'abord le Hamas, ensuite les Houthis qui sont en train de sévir en mer Rouge et le Hezbollah. Vous comprenez la rationalité de l'Iran en poussant comme ça le Hamas à la faute face à Israël ? Il n'y a pas vraiment de rationalité dans ce conflit. Il y a des aspects rationnels et puis il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sentimental, il y a beaucoup de non-dits dans cette guerre au Proche-Orient. C'est ce qui rend d'ailleurs l'analyse très compliquée. Par exemple, la question de savoir s'il peut... la question des 2 États, par exemple. Tout le monde, tous les chefs d'État disent qu'il faut une solution à 2 États. Le Hamas ne veut pas d'une solution à 2 États. Il explique bien que son objectif, c'est l'éradication d'Israël. Donc il n'y a pas de négociation possible avec un adversaire qui veut vous éradiquer. Et beaucoup de pays arabes ne veulent pas non plus d'un État palestinien. La Jordanie et l'Égypte ont toujours fait tout ce qu'il fallait pour faire capoter un État palestinien. Donc c'est un petit peu ce qu'on met en avant comme solution miracle en disant 2 États. Ça fait plaisir. Et voilà, et la paix sera résolue, mais pas du tout. Il n'est pas certain que tous les Israéliens soient d'accord pour 2 États. Exactement. Donc c'est une manière de trouver une solution sans réellement régler le problème. Et pour vous, Israël va justement régler le problème sur le plan au moins militaire ? Je pense pas malheureusement, je pense pas qu'il y ait une fin possible à ce conflit. Ils interviennent très durement à Gaza et ils essayent d'éradiquer le Hamas, mais le Hamas n'est pas éradicable parce que vous avez une partie qui est à Gaza, une partie qui est au Qatar, d'autres des troupes qui s'entraînent au Soudan. La population palestinienne est potentiellement facilement enrôlable dans le Hamas, donc même s'ils arrivent à détruire les principaux chefs, peut-être qu'un autre mouvement apparaîtra à côté du Hamas. Après, le Hamas est né aussi des affrontements qu'il y avait au Proche-Orient et en trouvant certains partis palestiniens trop mous. Donc il y a aussi la guerre génère ses propres radicalités. Enfin là, ce que le Hamas a fait le 7 octobre, ça laisse penser que l'État islamique c'était une bande de boy scouts là. Oui, tout à fait. Et ça veut donc dire là, s'il y a pire que le Hamas demain, on se demande à quoi ça va ressembler. Et c'est tout le danger, c'est qu'on est dans une guerre sans fin.
et on voit pas de solution, et les Israéliens n'en ont pas non plus. Alors ils sont intervenus, il fallait qu'ils interviennent, vous pouvez pas rester évidemment sans rien faire après cette attaque du 7 octobre, mais aujourd'hui on voit pas ni de solution politique ni de solution militaire à cette guerre. Très bien, merci. On vous revient tout de suite, on va reparler de la guerre. On marque une courte pause et là, cette fois-ci, c'est vous qui aurez la parole au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Guillaume Bigot. Bien, nous étions au Proche-Orient avec vous, Jean-Baptiste Noé. Et je voulais vous demander, pour vous, il faut relier les points entre tensions à Taïwan, guerre ouverte en Ukraine, de redéclenchement du conflit au Proche-Orient. Ça bouge aussi, je disais, en mer Rouge, en Afrique, où la Russie et la Chine avancent torpion. Pour vous, il y a une espèce de troisième guerre mondiale qui dit pas son nom, qui a démarré ? Oui, c'est un peu une troisième guerre mondiale par morceaux, comme dit le pape François. C'est une expression qui est assez juste. Et surtout, c'est l'idée chez des grandes puissances comme la Chine ou la Russie ou l'Iran que l'Occident étant affaibli, il faut en profiter pour... Il faut y aller, c'est le moment ou jamais. Voilà, c'est le moment ou jamais, et quitte à apporter le coup de grâce aussi à des Européens qui ont voulu sortir de l'histoire. Et c'est vrai que l'affaiblissement de l'Europe contribue, c'est pas la seule cause, mais contribue à créer des tensions, à permettre des tensions au niveau mondial. Alors c'est Hubert Védrine qui a cette expression formidable. Il dit l'Union européenne, c'est un peu un club d'herbivores à l'ère de Jurassic Park. Pour vous, c'est ça aussi l'Union européenne, c'est un château de cartes, c'est un château de sable géopolitique ? C'est plutôt un écran de fumée, ça n'existe pas au niveau géopolitique. D'ailleurs, on le voit sur la guerre en Ukraine, c'est l'Allemagne ou la Russie, l'Allemagne ou la France qui tentent de résoudre les choses, c'est pas du tout l'Union européenne. Il y a un représentant de l'Union européenne pour les affaires internationales, personne ne connaît ni son nom ni son visage, donc ça n'a aucune consistance géopolitique. On nous appelle au 0826 300 300 puisque nous avons Mourad qui nous appelle depuis Lille. Bonjour Mourad. Bonjour Mourad. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, je vous remercie de l'éclairage que vous apportez sur la situation qui prévaut sur le plan international, et je voudrais aujourd'hui exprimer comme simple citoyen ma colère, mon écœurement, ma frustration de voir que les droits de l'homme ne sont pas respectés, et ce en vertu de l'attitude sur laquelle on veut intervenir. Je m'explique. C'est qu'aujourd'hui, tout est entendable alors que ça devient, excusez-moi l'expression, ça devient écœurant. J'entends sur des chaînes françaises, alors que je ne nommerai pas parce que ce serait leur donner trop de crédit, par des journalistes qui pour moi n'en sont pas, faire des comparatifs entre un mort palestinien, un mort israélien, alors qu'un mort reste un mort, une victime est une victime, et que lorsqu'on condamne du terrorisme, n'allons pas jusqu'à justifier ou alors hiérarchiser la mort de tel civil par rapport à tel autre. Quand on entend sur une chaîne, il n'y a aucune condamnation, ni médiatique, ni judiciaire. Aujourd'hui, les membres de LFI, et je suis pas membre de LFI, je prends cet exemple-là, sont condamnés pour des propos. Eh bien, on a des journalistes qui disent encore pire, en l'occurrence quand on voit une journaliste qui pour moi n'en est pas, et qui ose dire que une mort, un civil palestinien ou un enfant palestinien, s'il est mort, c'est la suite d'un bombardement. Non, je crois qu'on a bien entendu votre remarque. Vous dites qu'il y a 2 poids, 2 mesures, que finalement un mort ne vaut pas un mort, etc. Mais on va laisser notre invité vous répondre. Oui, mais la guerre est quelque chose de terrible, et ça, on le redécouvre, on l'avait peut-être oublié, mais que ce soit à Gaza, en Israël ou en Ukraine, on avait oublié à quel point la guerre est quelque chose d'horrible, et je dirige une revue qui s'appelle Conflit, mais je n'aime pas aller à la guerre, j'analyse les conflits, mais évidemment, on préfère tous une situation de paix où les gens peuvent vivre normalement. Et vous avez raison de souligner que quel que soit l'endroit d'où est tirée la roquette, le civil qui la prend, c'est un drame pour lui. Et sur la question des droits de l'homme, le problème, c'est que soit les gens appliquent librement les droits de l'homme, c'est-à-dire le respect des populations. S'ils ne le font pas, on peut avoir un bâton pour les obliger à les respecter. Mais s'ils ne respectent pas les droits de l'homme et qu'on n'a pas les moyens militaires ou autres par la force de leur faire respecter, bien ils font un peu ce qu'ils veulent. Il y a une sorte de libre volonté des droits de l'homme. On peut pas imposer à un pays de le respecter. Oui, si on c'est la jungle, quoi. En fait, là, Israël évidemment respecte pas le droit de la guerre, bombarde à tout va. L'Arabie Saoudite a écrasé sous les bombes les Yéménites. Mais bon, enfin, c'est
C'est la loi de la guerre. Oui, enfin, c'est la loi de la guerre. Il y a une loi de la guerre et que la France respecte du mieux qu'elle peut quand elle intervient. La loi entre guillemets, c'est précisément pas le droit international. Non, on n'est pas du tout un droit international. On est dans des personnes qui font usage de la violence pour une puissance démesurée. Par exemple, quand l'Arabie Saoudite a fait tirer sur des migrants qui voulaient franchir la frontière et qui en a tué apparemment plusieurs dizaines, l'Union européenne, les pays de l'Union européenne ne font pas ça quand il s'agit de la frontière de la Méditerranée ou de la frontière avec la Hongrie. Mais c'est vrai que chacun a sa sensibilité, on aime bien se déchaîner sur sa cible favorite, mais j'ai l'impression qu'à l'égard du respect ou du non-respect des droits de l'homme, quasiment tous les pays du monde et toutes les puissances du monde sont à égalité, c'est-à-dire qu'elles piétinent allègrement les droits de l'homme. On condamne, alors on peut apporter des condamnations verbales, mais ça ne règle pas le problème et ça n'apporte pas une situation de paix. Et en fait, si on fait des condamnations verbales, c'est qu'on n'a pas vraiment les moyens d'imposer ces droits de l'homme à des pays qui ne veulent pas les respecter. Moi, je voulais revenir peut-être un instant. On était sur l'Europe. Il y a cette formule, la politique d'un État est dans sa géographie. Si on revient maintenant dans le pays qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire la France, quelle devrait être la géopolitique de la France? Quelle devrait être la politique étrangère, la politique de puissance de la France? D'abord, une politique de puissance au niveau étranger, ça commence déjà par une politique de puissance au niveau intérieur. C'est l'ordre à l'intérieur et la puissance à l'extérieur. Donc c'est difficile d'être un pays, une puissance importante au niveau international quand on a... On n'est pas maître chez soi. Quand on n'est pas maître chez soi, c'est-à-dire quand on ne contrôle pas son territoire pour des problèmes de sécurité ou d'insécurité importants, quand on a une économie qui est un peu à plat, quand on a un surendettement, une partie de la dette est possédée par l'étranger. Donc la dette, c'est la servitude à l'égard de l'étranger. Et donc ça commence par là. Vous connaissez beaucoup d'États qui remboursent rubis sur l'ongle leurs dettes, à part la Roumanie qui a ruiné son pays? Non, mais j'en connais beaucoup qui ont fait faillite, comme le Mexique, l'Argentine, parce que la dette est trop importante. Ils ne sont pas morts, hein. Non, mais pour la population, c'est douloureux. Quand vous avez votre compte en banque qui est bloqué, votre argent qui disparaît, c'est assez douloureux. Et d'ailleurs, c'est un autre sujet, mais... Est-ce que là aussi, pardon de vous couper, mais c'est un point, me semble-t-il, important. Est-ce qu'il n'y a pas une différence de traitement entre, disons, des débiteurs qui mesurent 2 mètres de haut, qui sont bodybuildés et qui peuvent vous casser la gueule, et des débiteurs qui sont des petits débiteurs? Parce que là, vous dites finalement, un pays qui a énormément d'endettement, c'est un pays faible. Enfin, pardon, mais il faut avoir aucune dette pour avoir une grosse armée. Mais la plus grosse armée du monde, c'est les États-Unis. L'endettement des États-Unis, c'est 117% du PIB. Oui, ils jouent là-dessus en disant, nous sommes les plus forts, donc nous n'avons pas besoin de rembourser. C'est pas vrai? C'est pas complètement faux, mais les États-Unis sont aussi affaiblis au niveau économique. Et si je reprends le cas français, par exemple sur les salaires, on est à peu près à 50% de prélèvement de charges diverses et variées sur les salaires. Ça sert aussi à rembourser une partie de la dette. Des premiers postes de dépenses de l'État, c'est le remboursement de la dette. Donc si on avait moins de dettes à rembourser, on pourrait avoir moins d'impôts sur les salaires et donc un pouvoir d'achat plus développé. Donc ça finit quand même par nuire à la fois aux personnes, aux entreprises et à l'économie en général. Et ça, pour vous, c'est pas le carcan, on va dire, de l'Union européenne, en tout cas du système de l'euro, qui fait qu'on ne peut pas dévaluer la monnaie, qui fait qu'on ne peut pas d'ailleurs refinancer nous-mêmes notre propre dette, ce que font beaucoup de pays? Alors l'euro s'ajoute à ça. Il y a des problèmes intérieurs qui sont dus à des mauvaises politiques françaises suivies depuis plusieurs décennies. Et en plus, il y a la question de l'euro. Mais souvent, on a tendance à rejeter sur l'Union européenne un peu les responsabilités françaises. Chacun a ses responsabilités. C'est vrai. Voilà. Mais en général, quand vous êtes endetté, c'est que vous êtes moins riche que les autres pays relativement. Enfin, vous vous appauvrissez, effectivement. C'est-à-dire que votre pouvoir d'achat à l'égard de l'extérieur devrait se dégrader. Et là, avec l'euro, c'est bloqué, ce système. C'est bloqué. Ceci dit, quand vous dévaluez une monnaie, vous ruinez une partie, vous diminuez le pouvoir d'achat des personnes qui possèdent cette monnaie, puisque la valeur baisse. Donc, c'est pas bon non plus pour la population. Ça peut être bon pour les exportations et les importations, mais ça finit quand même par peser sur les populations. Alors, pour revenir à votre question initiale, donc, sur la puissance extérieure, donc d'abord la puissance intérieure, ça c'est fondamental. Entendu. Et ensuite, il y a pour moi un continent qui n'est pas assez regardé côté français, et c'est bien dommage, c'est le continent asiatique, alors qui est très vaste, mais on oublie que la France est une puissance mondiale, et que la France a des territoires dans le canal du Mozambique, a des territoires en Polynésie française. Vous dites l'océan Indien, c'est un océan français? Oui, tout à fait. Ça va, c'est français du Mozambique jusqu'à l'Australie en Polynésie. L'océan Indien dans sa version très étendue.
Et aujourd'hui, la France a une sorte de glaucome géopolitique. C'est-à-dire qu'on regarde un petit peu du côté de l'Allemagne, en oubliant d'ailleurs l'Italie et l'Espagne, qui sont des pays très importants. On regarde un petit peu le Sahel, en oubliant le reste de l'Afrique. Les entreprises françaises font davantage de commerce avec la Belgique qu'avec l'ensemble du continent africain. Ouais, ça fait Donc peur. la Belgique est quand même un pays très important pour l'économie française. Et est-ce que vous diriez finalement que si on, avec le regard, l'œil de l'historien, et en plus de l'historien spécialiste de l'économie et de la géopolitique, lorsque la France est puissante au cours des siècles, c'est qu'elle est une puissance justement maritime et mondiale. Et lorsqu'elle se recroqueville, elle n'est que européenne. Oui, ça a toujours été la vocation de la France d'être une puissance mondiale. D'ailleurs, c'est pour la raison pour laquelle on a aussi des territoires éparpillés comme ça sur les océans. Ce qui veut dire avoir une marine qui puisse surveiller et tenir ces territoires. Si demain, par exemple, Madagascar va récupérer des îles dans le canal du Mozambique, et si demain, l'armée malgache financée par la Chine récupère ces îles, sachant que ces îles... plutôt l'armée chinoise que l'armée voilà. malgache. Oui. Est-ce que la France est capable, à la volonté, on a aujourd'hui la capacité technique, parce qu'on aurait la volonté politique de récupérer ces îles, comme l'Angleterre a eu la volonté politique de récupérer les Malouines lorsqu'elles ont été envahées par l'Argentine. Mais j'en suis pas convaincu. On parlait du Guyana tout à l'heure. Le Guyana, c'est à peu près 300-400 km de la frontière de la Guyane française. Donc c'est dans la banlieue de la France. Et on a une immense frontière en Amérique latine, vous avez raison. Est-ce que ça veut dire pour vous qu'il faut sortir de cette logique donc un peu européenne, continentale, ça on l'entend, mais aussi d'une logique de solidarité occidentale? Est-ce qu'il faut que la France trouve sa propre voie? Alors, la France est dans l'Occident, évidemment, on fait toujours en coopération avec les autres pays. Quand on fait une intervention militaire, une opération extérieure, c'est toujours en coopération avec les autres armées européennes. Il n'empêche que dans une destinée commune de civilisation et quand même de pensée continue, chaque pays joue après sa propre partition. Par exemple, la question de la défense européenne, c'est une fumisterie. L'Allemagne regarde ses propres intérêts et se préoccupe pas trop de l'industrie française. Donc il faut que la France soit à la fois une puissance occidentale et européenne et fasse des partenariats quand il le faut avec ses voisins, et en même temps qu'elle joue ses intérêts à l'échelle mondiale. Merci pour ce tour du monde passionnant, Jean-Baptiste Noé. Je rappelle que vous êtes l'auteur du Le déclin d'un monde, géopolitique des affrontements et des rivalités en 2023, aux éditions de l'Artilleur. Merci à vous d'avoir été avec nous, Jean-Baptiste Noé. Merci à Quentin d'avoir réalisé l'émission, et avec Emmanuel Galasso au standard. Merci Guillaume d'avoir partagé ces 2 jours avec vous. Merci à toute l'équipe. On se retrouve demain, ce sera Alexis Poulain qui sera aux commandes de midi à 14h. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. C'est Céline Alonso, je vous souhaite de joyeuses fêtes avec Sud Radio. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.